What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet. Vous écoutez je vous laisse décider ce que vous écoutez qui existe. Semaine numéro 29? Non, semaine numéro 30? Ouais. Semaine numéro 30, une bonne semaine. J'ai bien aimé ça jusqu'à date. Je me suis permis de lire des choses que j'avais envie de lire depuis longtemps. Je vous reparle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence. Je commence par vous parler de Franz Kafka, La Métamorphose. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. C'est d'ailleurs un livre que j'ai essayé de lire plusieurs fois. Je m'arrêtais toujours à la page 40. Je sais pas pourquoi, j'avais de la misère à embarquer complètement dans ce livre-là. Mais je m'entêtais en fait parce que je veux vraiment pouvoir utiliser le terme kafkaesque. Je sais pas pourquoi, mais ce terme-là me plaît beaucoup. Je pense que c'est à cause de Jesse Pinkman qui dit que sa vie est vraiment kafkaesque dans Breaking Bad. Depuis ce temps-là, je rêve de lire Kafka. Et tu sais, je fais des jokes, mais pour vrai, des fois, c'est juste ça qui motive la lecture. Ça peut être de comprendre pourquoi est-ce qu'une œuvre est marquante, ça peut être de comprendre un terme, ça peut être d'essayer de comprendre le style d'un auteur. Puis définitivement, avec Kafka, j'avais envie de découvrir son style parce que les fois où est-ce que j'ai entendu justement le terme kafkaesque, la description qui en était faite me semblait beaucoup me plaire. J'avais l'impression que ce style-là était un style assez noir, assez sombre, un style peut-être un peu nihiliste. Donc définitivement, j'avais envie de me plonger dans l'univers de Kafka. J'ai bien aimé La Métamorphose en toute honnêteté. J'ai compris un peu plus, je crois, cette lecture-là que quand j'étais plus jeune puis que j'essayais de le lire. Je pense que la symbolique est très importante dans ce livre-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de notes de bas de page qui ont été faites par Claude David qui est responsable de l'édition. C'est des notes en fait qui viennent mettre de la précision sur la symbolique. Parfois ces notes-là par contre je trouve qu'ils sont un peu heurtantes parce qu'ils nous annoncent qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Moi quand je lis un livre j'ai juste envie de lire le livre, j'ai pas nécessairement envie d'avoir une analyse, avoir des commentaires puis des spoilers dans les notes de bas de page. Après, parfois ça peut être des clés de lecture qui peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui ne comprendrait pas la symbolique. Donc peut-être que quand j'étais plus jeune, j'aurais gagné à lire ces notes de bas de page-là. Je pense que je m'entêtais à l'époque à ne jamais lire les notes de bas de page. Ce que je fais encore parfois quand il y en a trop, mais je sais que quand j'étais jeune, c'était systématiquement, je lisais aucune note de bas de page. Peut-être que celle-ci aurait été des clés d'interprétation qui m'auraient été vraiment utiles. Peut-être que ça m'aurait permis à l'époque de terminer ce roman-là. Aujourd'hui, ça m'a simplement nui, je pense. Mais j'ai bien aimé ma lecture en toute honnêteté. J'ai bien aimé l'univers de Kafka. Justement, dans les notes de bas de page, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'interfictionnalité dans ses œuvres. Donc, Kafka utilise souvent les mêmes symboliques, parfois exactement les mêmes termes. Il se fait écho à lui-même à ses différentes œuvres, il se fait des petits clins d'œil. Donc ça m'a donné envie d'avoir les notes de bas de page, de me plonger complètement dans l'univers de Kafka. Définitivement, la lettre au père m'intéresse beaucoup. Je pense que ça va être un ajout peut-être pour mon année prochaine si jamais je décide de faire un défi similaire. Définitivement, je vous le conseille, La Métamorphose. Ne vous faites pas de grandes attentes parce que c'est assez linéaire comme récit. Je pense qu'on est capable d'anticiper la fin rapidement, mais voyez peut-être la portée philosophique derrière cette œuvre-là. Voyez l'aspect en fait de la marginalité qui est vraiment présente. Comment est-ce qu'on peut s'auto-oppresser, comment ça peut être bon pour les autres justement d'essayer de fitter dans un carcan ou du moins de cacher notre marginalité, puis comment ça peut être difficile pour notre entourage quand on assume qui on est. Je pense que c'est très triste qu'est-ce que Kafka raconte dans La Métamorphose, mais je pense que ça peut aider peut-être des gens qui se sentent ostracisés dans leur propre cercle à s'émanciper puis à dire ben pour vrai, si vous voulez pas me voir comme je suis, fuck off, je vais aller ailleurs tout simplement.
Nous sommes tous des de José Aquin et Joséphine Bacon. C'est un recueil de poésie écrit à 4 mains. Donc on a des poèmes qui sont d'un côté ceux de José Aquin, de l'autre côté ceux de Joséphine Bacon, à l'exception de 2 poèmes qui sont carrément écrits à 4 mains, soit le premier et le dernier. C'est écrit en fait dans le postface de l'œuvre. Je pense que quand on lit ce livre-là, à prime abord, on se rend pas nécessairement compte de la liaison qui est faite entre les deux poètes. Parfois, on a l'impression que c'est des poèmes qui sont placés là un peu à l'aveuglette. On voit qu'il y a des petits clins d'œil qui sont faits d'une page à l'autre, d'un poème à l'autre. On voit que c'est 2 voix qui se répondent, mais c'est pas majeur nécessairement. Je pense que la postface aurait pu être mise en préface pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui a voulu être fait avec ce recueil de poésie-là. José Aquin est un homme blanc, avec, si j'ai bien compris dans la postface, des racines autochtones très lointaines. Joséphine Bacon, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est une poétesse inoue, très prolifique, qui est très connue au Québec. Donc, c'est vraiment un dialogue en fait entre l'homme blanc et la femme autochtone. Et je pense que c'est important ce genre de dialogue-là. Je pense que ce que Mémoire d'Ancria a voulu faire avec ce recueil de poésie-là, c'était de créer justement une discussion, un pont entre les deux cultures. C'est bien réussi. Par contre, comme je l'ai mentionné, pour vrai, moi, la postface, je l'aurais mis au tout début pour qu'on comprenne vraiment c'est quoi qu'on voulait faire avec ce recueil-là. Il y a des très très bons poèmes dans celui-ci. C'est simplement en fait que l'esprit global du recueil ne ressort pas tellement selon moi, mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce recueil de poésie-là. Je vous cacherai pas que j'adore Joséphine Bacon, mais que j'attendais impatiemment les poèmes de José Aquin qui écrit vraiment très bien. Des lignes comme « On ne perd rien à ne rien gagner », certains appellent ça la liberté. Je trouve que c'est de très beaux vers. Des choses comme « Je le tiens de source sûre mais jamais amère, il n'y a pas de poème sauf la vie ». J'ai vraiment beaucoup apprécié la plume de José Aquin. Je vais me plonger plus amplement dans son univers parce que c'est un poète qui a vraiment une force dans l'ironie, une force dans les paradoxes. Je trouve que son écriture me parle beaucoup. C'est le genre d'écriture que j'aspire à atteindre même. Donc définitivement, ce recueil-là est très intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que j'ai senti peut-être un effort d'adaptation des deux côtés. Comme je vous dis, je ne connaissais pas José Aquin, mais j'ai l'impression qu'il a essayé de s'adapter un peu à la plume de Joséphine Bacon. Et le contraire est aussi vrai. Joséphine Bacon, comme je l'ai mentionné à plusieurs moments, est une poétesse qui fait beaucoup dans l'économie de mots. Dans le cas de ce recueil-là, j'ai l'impression qu'elle s'est laissée un peu plus aller. Il y a des figures qui sont peut-être un petit peu plus longues. On s'éloigne en fait du presque haïku de Joséphine Bacon, puis on s'embarque en fait dans une plume, dans une poésie qui est plus détaillée, chose que j'ai trouvé vraiment intéressante. J'ai aimé que Joséphine Bacon se permette ça. Définitivement, c'est le genre de recueil de poésie que je conseille à tout le monde. Nous sommes tous des sauvages. J'ai vraiment apprécié. Je vous le conseille fortement. Et je termine ça en vous parlant de Carré Rouge de Jacques Nadeau. Jacques Nadeau, c'est un photographe pour Le Devoir, donc c'est un recueil de photographies qui est accompagné en fait de petits textes qui ont été écrits soit par des citoyens ou par des artistes qu'on connaît. D'ailleurs, il y a mon très grand chum Biz qui avait collaboré à ce recueil-là. Ça fait 10 ans au moment où est-ce que je tourne ce vidéo que la révolution étudiante a commencé en fait. Là, ça a commencé en février. On est présentement le 28 février. Donc on est à la fin du premier mois des révoltes étudiantes. Ce qu'on constate avec les photos de Jacques Nadeau, en fait, c'est qu'il aurait fait un très bon photographe de guerre. C'est d'ailleurs mentionné à plusieurs moments dans le recueil parce que Jacques Nadeau avait vraiment pas peur d'être au premier rang de l'action. Il s'est fait poivrer plusieurs fois. Il y a eu des coups de matraque. Il s'est même fait renverser par un cheval du service de police de la ville de Montréal. Donc définitivement, je pense qu'il y a cette facture-là du chaos, cette facture esthétique-là qu'on retrouve dans le recueil d'un bout à l'autre. Surtout quand c'est les photos de l'affrontement qui a eu lieu entre les polices et les étudiants à Victoriaville. Un affrontement qui
historique en fait, il est carrément historique. Je pense que si vous étiez là à l'époque, vous vous rappelez de ce moment-là où est-ce que Jean Charest était dans un congrès, puis les étudiants ont décidé en fait qu'ils voulaient aller y parler. Mais malheureusement, ça s'est pas très bien terminé. Il y a eu des affrontements. Les photos sont très crues. On voit justement, je pense, toute la colère. On sent vraiment définitivement l'urgence d'agir autant d'un côté comme de l'autre. Souvent, j'ai tendance à penser que les policiers, c'est tous des merdes, mais je pense qu'il faut quand même faire preuve d'empathie envers eux, puis se dire que ça doit être vraiment fucking intimidant de voir cette marée humaine qui avance vers vous, qui botte les lacrymogènes vers vous, même si c'est vous qui les avez lancés à la base, même si c'est juste des étudiants qui, à la base, essaient d'exprimer en fait leur droit de participer à la démocratie. Les manifestations, c'est un droit qui est de base en fait de la démocratie, de pouvoir dire notre mécontentement. Je pense que c'est à la base de la démocratie. Donc, même si on prend tout ça en considération, je pense qu'il faut quand même faire preuve d'empathie à l'égard de ces individus-là, de ces hommes, de ces femmes-là qui, eux et elles, se retrouvent de l'autre côté des boucliers. Et ils ont un job à faire en fait, tout simplement. Même si c'est leur choix d'avoir choisi la pire job du monde, ça reste que quand même en tout cas, je me perds un peu, là, c'est rare que je fais preuve d'empathie à l'égard des policiers, fait que là je perds mes mots, je suis comme là, les autres ils font pas preuve d'empathie à notre égard, mais bon. J'ai bien aimé, en toute honnêteté, ce recueil-là. Il y a des photos qui m'ont vraiment touché, mais je l'ai dit, on est présentement en février, le 28 février plus précisément. J'ai terminé ce livre-là il y a 4 jours de ça, donc au début de la guerre en Ukraine. Je pense que ça a vraiment joué en défaveur de ce livre-là parce qu'en toute honnêteté, tout au long de ma lecture, la seule chose à laquelle je pensais, c'était au documentaire Winter on Fire qui est sur Netflix. Je vous le conseille très très fortement. C'est un documentaire en fait qui parle des révolutions étudiantes en Ukraine en 2013. Comment que en fait ça allait virer au cauchemar très rapidement. Puis je pense que ça va, peut-être si vous l'écoutez, ça va vous donner une base pour mieux comprendre le conflit actuel. Donc définitivement, je vous conseille le documentaire. Pour ma part, ce documentaire-là, justement, m'a fait remettre en question ce que je voyais dans le livre Carré Rouge, parce que c'est une année de différence. Puis dans le documentaire Winter on Fire, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des morts, il y a des tirs, c'est des gens qui lancent des molotovs d'un côté comme de l'autre, des fiers à bras qui sont d'ex-prisonniers qui sont engagés par les Russes pour aller carrément tuer en fait les étudiants ukrainiens. Donc j'ai trouvé qu'on avait tendance peut-être à vraiment beaucoup se plaindre. Même si c'était 100% légitime, j'étais dans les manifestations en 2012, donc j'étais dans les manifestations, j'étais à une manifestation, là, quand t'es là, Maxime, mais je veux dire, c'est une cause que j'épouse. L'éducation, c'est super important. Je lève mon chapeau aux étudiants qui, à l'époque, étaient dans la rue chaque jour, qui débattaient en fait avec des membres de leur famille pour faire valoir leurs points. C'est super important en fait de manifester quand on n'est pas d'accord. Néanmoins, ça a refroidi mes ardeurs en fait parce que justement on n'a pas eu de guerre après, il n'y a pas de personne qui a tenté de nous envahir là. Je veux dire, on a juste eu affaire à un premier ministre qui avait des tendances tyranniques un peu en Jean Charest, mais on n'a pas connu un tyran. Donc moi, ça m'a vraiment empêché en fait d'apprécier cette lecture-là définitivement. Je vous la conseillerais pas dans cette optique-là. Néanmoins, en toute honnêteté, il y a des très belles photos. Puis je pense que ça donne vraiment la facture esthétique potentiellement de ce que peut être une révolution. Donc parce que c'est proche de nous, parce que ces photos-là sont vraiment émouvantes, je vous le conseille pas, mais en même temps, je vous conseille peut-être d'aller revoir les grands articles peut-être de cette époque-là. Ou ça sera pas ma suggestion de la semaine, mais je pense que c'est important quand même de se rappeler de ces événements-là parce que c'est des événements importants au Québec tout simplement.
Je pense que peut-être que les textes ne m'ont pas aidé à apprécier justement ce livre-là. J'ai trouvé que c'était très redondant. Je trouve ça intéressant en fait d'avoir un travail collaboratif avec des citoyens, sauf que même si les citoyens ont quelque chose à dire, ça reste qu'il n'y a pas d'esprit en fait de cohésion, parce que ça a été en fait ce que Jacques Nadeau a fait, c'est qu'il a écrit sur Facebook un appel à tous en fait, envoyez-moi des textes. Vraiment, justement, je trouve ça super intéressant qu'on invite la populace à commenter là-dessus, parce que c'est des enjeux qui concernent justement la population, qui concernent les citoyens. Mais je pense qu'il y aurait pu avoir un travail d'édition pour qu'on sente peut-être un peu plus une certaine unité, qu'on sente vraiment que tous ces textes-là sont interreliés. Oui, ils parlent tous du même sujet, mais ils empruntent différents styles. Puis je pense que personne n'écrit de la même manière dans la vie, donc ça a un impact également là-dessus. J'aurais pris plus de photos, moins de texte peut-être. Je pense que c'est peut-être ça comme le gros astérix. Puis définitivement le contexte. Puis je pense que ça, c'est une belle preuve justement que le moment où est-ce qu'on va lire un livre dans la vie va vraiment avoir un impact sur est-ce qu'on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas. Donc définitivement, j'ai trouvé ça intéressant de lire ça en ce moment, mais ça m'a amené tellement de réticence, puis en tout cas, ça vient vraiment me chercher cette situation-là parce que pas parce que j'ai peur en fait pour ma sécurité, pas parce que j'ai peur pour la sécurité de ma famille, mais vraiment juste parce que j'ai écouté Winter on Fire, je me suis attaché au peuple ukrainien, j'ai vraiment beaucoup de peine et beaucoup de colère en ce moment. Puis là, ça va sortir dans 2 semaines, fait qu'il va sûrement avoir eu des développements. Je sais pas comment ça va s'avoir développé. On verra, mais chose sûre, c'est que c'est une situation qui est effroyable. Puis je pense que c'est... En tout cas, j'ai pas grand chose de plus à dire honnêtement. Le carré rouge de Jacques Nadeau. Suggestion de la semaine, je vous l'ai dit, ça aurait pu être carré rouge, mais pour une question de contexte, pour des textes qui ne se font pas nécessairement écho dans le style, pour peut-être un manque de travail d'édition, ça sera pas ma suggestion. Néanmoins, les photos de Jacques Nadeau sont vraiment magnifiques, donc peut-être aller y jeter un coup d'œil à ce livre-là ou retourner voir les photos que Jacques Nadeau a publiées dans Le Devoir, super intéressant, mais ça sera pas ma suggestion. Franz Kafka, La Métamorphose, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé vraiment intéressant le commentaire que Kafka fait sur la marginalité. J'ai adoré en fait le fait que j'ai enfin terminé ce livre-là, que j'ai à plusieurs reprises voulu lire. Donc c'était un peu de l'acharnement. Collection Folio, 2€. Un livre qui m'a coûté 3,95$. Je trouve ça intéressant comme livre, mais ça ne sera pas ma suggestion de la semaine. Ça reste un très très grand classique. Je vous conseille d'investir le petit 4$ puis d'aller vous chercher ça. Franz Kafka a un style qui lui est propre. J'ai trouvé intéressant qu'il y ait ce concept d'interfictionnalité-là entre ses œuvres. Définitivement, ça m'a donné envie d'aller lire d'autres livres de Kafka. Donc même si c'est pas ma suggestion de la semaine, je vous le conseille quand même. Ma suggestion, c'est Nous sommes tous des sauvages de Joséphine Bacon et de José Aclin. Pour la simple et bonne raison, en fait, que j'ai découvert José Aclin, que j'ai beaucoup aimé, mais également parce que j'ai trouvé que c'est un très beau travail collaboratif, parce que je pense que les deux ont eu une influence sur la plume de l'autre. Donc, définitivement, à ce niveau-là, je trouve que c'est un recueil à 4 mains qui est vraiment intéressant. On n'est pas en présence, en fait, d'un recueil à 4 mains qui est juste écrit à 2 pour être écrit à 2. Donc, c'est ma suggestion de la semaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Puis, that's it pour vrai. Je vous aime, one love. Peace out.